Oui, on est en direct, Florian. On a lancé le webinaire, donc on attend que tout le monde se connecte. Là, il y a un Allez, parfait. certain nombre de connexions et puis on pourra faire l'introduction. Bon, bonjour à tous. Il y a un certain nombre de personnes qui ont pu se connecter, donc je propose qu'on lance le webinaire. Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, on va traiter d'un bel enjeu assez crucial en ce moment, donc avec une ambition. Quelle solution pour renforcer la résilience des exploitations viticoles? Donc aujourd'hui, pour faire une petite introduction, le secteur faisant face à une baisse de la consommation, des aléas climatiques, avec une fréquence accrue et une nécessité de se réinventer. L'objectif aujourd'hui, c'est de réfléchir, d'explorer ensemble des pistes assez concrètes, donc que ce soit sur la diversification, l'agrivoltaïsme, le financement participatif et évoquer les modèles collectifs qui existent. Donc enchantée, je suis Chloé Fievet, je suis directrice des opérations chez Mimosa, une plateforme de financement participatif dédiée à la transition agricole et aux énergies renouvelables. Donc pour rentrer un petit peu dans le déroulé du webinaire, quelques indications et règles d'or. On est là aujourd'hui pour quasiment 1 heure. L'objectif, c'est d'avoir 40 minutes d'échange avec nos différents présentateurs et puis ensuite de se garder une période d'une dizaine de minutes de questions-réponses à la fin. Pour les aspects pratiques, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui apparaît normalement sur votre écran en haut à droite. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Elles seront traitées soit au fil de l'eau, soit du coup à l'issue du webinaire. Voilà, vous avez dû recevoir une petite notification. Par ailleurs, on a prévu plusieurs sondages pour animer le webinaire au fil de l'eau, qui apparaîtront aussi en notification. On vous invite à y répondre. C'est toujours intéressant de pouvoir ensuite ajuster aussi les interventions. On vous confirme que le webinaire est enregistré. Donc, il vous sera envoyé en replay dans quelques jours. Vous recevrez ça par email. Et puis pour finir, si vous souhaitez être mis en relation avec nos intervenants, n'hésitez pas à nous le signaler voilà, dans le chat ou à remplir le formulaire qui est dédié. On a la chance d'accueillir aujourd'hui plusieurs intervenants que je vais présenter rapidement et puis qui auront l'occasion de bien sûr tous s'exprimer au fil de l'eau lors du webinaire. Donc tout d'abord Philippe Nouvel, viticulteur dans le Gard, président de la coopérative de Souvignargues et porteur de projet sur un projet AgriPV. On reçoit aussi Denis Verdier, président de la Fédération gardoise des vins IGP, qui pourra nous partager sa vision sur le contexte et les initiatives collectives. Florian Breton, fondateur et directeur général de Mimosa. Et enfin Audrey Le Galery, qui est responsable grand compte chez Amarenco, développeur agrivoltaïque. L'ordre du jour, on va commencer par un premier constat de la Fédération gardoise, puis évoquer la question de la diversification et
et du financement, avant de rentrer plus spécifiquement sur le sujet de l'agrivoltaïsme et enfin, partager le témoignage de Philippe sur le terrain avant de passer aux questions. Et ben, pour rentrer, directement dans le vif du sujet, je m'adresse à vous, Denis, donc, en tant que président de la fédération, gardoise des vins IGP. Pouvez-vous peut-être nous parler un petit peu, du contexte? Comment vous vivez, la crise sur le terrain et quels sont les constats les plus marquants pour vos adhérents? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors la motivation de la fédération, elle est mobilisée par rapport aux réalités du terrain. On a constitué, si vous voulez, une réflexion autour d'un projet de territoire qui inclut évidemment à la fois les difficultés que vous avez évoquées de consommation, etc., les difficultés économiques, et en même temps la prise en compte d'un certain nombre de réalités environnementales, notamment le climat, etc. Et en fait, nous avons évidemment des liens étroits, alors, que ce soit avec l'agro de Toulouse d'une part, qui nous a fait connaître à Marenco, mais aussi sur le plan local, vous ne serez pas surpris, avec la Chambre d'agriculture et l'IFEV, on est très soucieux du devenir de notre filière et donc on y réfléchit. C'est un peu cet objet qui nous a fait finalement souhaiter qu'il y ait comme une forme de partenariat, notamment avec Amarenco, sur le sujet de l'agrivoltaïsme. Pourquoi chercher à avoir dans le fond ce partenariat? D'abord parce que sur le terrain, il y a des offres, j'allais dire tout azimut, nombreuses, et que les vignerons nous ont interrogés sur le comment faire, le comment choisir, etc. Et donc, je le répète, en lien avec Amarenco d'une part et avec aussi le travail qui a été fait à l'agro de Toulouse, ça nous permet d'avancer dans une recherche de propositions au cas par cas, et c'est ce pour lequel nous sommes mobilisés. La fédération, si vous voulez, a ce souci de donner un peu des informations solides, assises sur des réalités économiques, techniques et financières. Voilà un peu le travail que nous lançons dans ce projet de territoire sur le département du Gard. Merci Denis. Oui, justement sur ce consortium assez innovant, qui est né récemment avec ces différents acteurs, est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un tout petit peu plus sur, vraiment les objectifs concrets et comment vous en êtes arrivés là? Alors, on en est arrivé là, d'ailleurs, pour la petite histoire, parce que on a une tradition d'avoir des liens, notamment avec des stagiaires ingénieurs, qui nous ont mis en relation avec les enseignants, qui eux-mêmes nous ont mis en relation avec Amarenco, et on a évidemment organisé des réunions, notamment avec la Chambre d'agriculture, qui a travaillé aussi dans le Gard sur ce dossier, notamment à l'IFEV, au lycée de Rodian. Et on pense que pour la viticulture, il peut y avoir une possibilité, alors j'allais dire double, à la fois de bénéficier d'un certain nombre de revenus issus de la location de terre et en même temps, surtout, de se protéger des différents événements. On a eu aussi climatique. On a eu aussi dans ce cadre-là, dans ce consortium, la possibilité donc Amarenco nous a présenté Mimosa, et c'est là qu'est née cette idée de voir un peu tous les aspects, y compris les aspects de financement, et avoir ce débat aujourd'hui pour laisser à chacun le soin de s'inscrire ou pas dans cette dynamique du photovoltaïque, qui est une dynamique vertueuse, il faut bien le dire et insister là-dessus, puisqu'il s'agit à la fois de respecter, de tenir compte des questions environnementales et en même temps d'assurer un complément de revenus, pour appeler un chat aux vignerons. Super, ça fait effectivement le lien avec la suite de notre présentation sur les sujets de diversification et de financement des exploitations. Donc un récent sondage, une enquête de la Chambre d'agriculture d'Occitanie révèle que 65% des viticulteurs bio envisagent de se diversifier.
On voit un certain nombre de possibilités, donc de diversification agricole pure, non agricole, sur les produits finaux et un certain nombre de mécaniques. On sait que la diversification, ça nécessite souvent des investissements. Donc je me tourne vers toi maintenant, Florian. En tant que leader du financement participatif dédié au secteur agricole chez Mimosa, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des tendances qui sont observées chez les viticulteurs ces derniers mois et peut-être pourquoi ils se tournent aussi vers Mimosa? Avec grand plaisir. Bonjour à toutes et tous. Merci Chloé pour le passage de relais. Juste pour vous rappeler en quelques mots ce qu'est Mimosa. Donc, je suis Florent Breton, fondateur de Mimosa. J'ai fondé Mimosa avec le constat simple qui est dans un contexte de triple transition du secteur agricole français, à la fois une transition sociale avec l'enjeu du renouvellement des générations, la transition économique, on va en parler notamment avec la diversification aussi des sources de revenus du monde agricole, et la transition agroécologique et l'adaptation au changement climatique. Il était nécessaire aussi de faire évoluer et d'innover dans les financements, dans les sources de financement du monde agricole. Et quoi de mieux finalement, c'était un peu l'utopie du départ, de faire participer le grand public et les citoyens et l'épargne abondante a priori que nous avons en France, puisque j'adore le rappeler, on a quand même plus de 6 000 milliards d'euros d'épargne qui dorment aujourd'hui sur des produits certes réglementés, sécurisés, mais assez peu orientés vers l'économie réelle. Et nous, notre combat et notre mission, c'est vraiment le financement de l'agriculture et de ces transitions multiples. Et donc voilà, Mimosa est né de cela, de cette vision et de cet objectif-là. Aujourd'hui, en l'espace d'un peu plus de 9 ans, on a financé plus de 8200 projets. Donc, vous pouvez constater que c'est un projet qui est très volumétrique, une plateforme numérique qui est très volumétrique, qui accompagne beaucoup de projets. Ça représente plus de 220 millions d'euros de financement. Sur une année comme 2026, on ambitionne de déployer à peu près dans les 35 à 40 millions d'euros de financement, toute filière, tout territoire confondu. Et pour financer ces projets, on a à la fois finalement l'utopie dont je vous parlais du départ qui s'est transformée en réalité, les citoyens. Donc on a réussi à mobiliser autour de notre mission plus de 500 000 personnes aujourd'hui qui quotidiennement donnent ou prêtent à travers mimosa.com. Et puis également, on a lancé une initiative très innovante en Europe, qui est la création de fonds de dette, de véhicules de dette privés, qui est déployé à travers Mimosa. Voilà, pour financer un grand nombre de projets. Pour vous donner là aussi un petit peu de perspective sur ce qu'on fait, on a différents outils de financement, ce qu'on appelle le don avec contrepartie. Donc là, la dynamique est simple. On finance des projets sans remboursement numéraire pour les agriculteurs. C'est des collectes essentiellement aux viticulteurs, comprises entre 5 000 et 30 000 euros. On a quelquefois des très grosses collectes, mais ça reste un peu plus marginal, donc plutôt 5-30 000 euros avec des contreparties en nature, des produits, des séjours, des expériences viticoles par exemple. Et puis enfin le modèle de la dette privée, du crédit qu'on a initié il y a 6 ans maintenant, où, comme c'est rappelé ici à droite, on finance des projets compris entre 30 000 euros et 2 millions d'euros. Alors 2 millions d'euros, c'est vrai qu'on a un peu moins sur l'exploitation agricole ou viticole, tout simplement parce que Mimosa finance également des coopératives, des négoces, des entreprises agroalimentaires et des projets dans les énergies renouvelables qui sont plus capitalistiques. Et ici, donc les bénéfices de Mimosa, c'est sa simplicité et sa rapidité. On est reconnu pour ça. Processus de prise de décision, c'est à peu près une petite dizaine de jours. Le processus de collecte de fonds, le grand max, c'est 15 jours, vraiment pour les très gros projets. Sinon, c'est à peu près un peu moins d'une semaine. Donc, l'expérience client pour les agriculteurs et les viticulteurs, c'est à peu près 2 semaines, tout confondu. Et puis, on est sur des durées de crédit qui sont globalement jusqu'à 7 ans. Donc, tout ne se finance pas non plus à travers Mimosa. Ici, j'ai voulu, avec l'équipe, vous livrer des exemples de diversification. C'est vrai que le contexte autour du monde agricole et viticole particulièrement aujourd'hui est difficile, à la fois par les effets de baisse de consommation, avec la nécessité aussi de s'adapter au changement climatique, notamment aux épisodes de sécheresse, à la grêle, etc. Et c'est vrai que finalement, on a chez Mimosa, on constate depuis qu'on existe des évolutions qui sont quelquefois un peu conjoncturelles, qui dépendent des périodes, mais aussi des tendances de fond qui sont plus structurelles. Et c'est vrai que Chloé le rappelait tout à l'heure, la diversification, et je voyais notamment dans le sondage qu'il y avait aussi des problématiques liées au changement climatique, liées à des enjeux de baisse de consommation.
Mimosa est un peu le reflet de ces évolutions structurelles. Et c'est vrai qu'en viticulture plus particulièrement, ici, on a voulu mettre en lumière 3 voies de diversification qui sont de plus en plus présentes chez Mimosa. La première, c'est un financement qu'on a réalisé d'un peu plus de 700 000 euros dans le secteur, bien évidemment, viticole, puisque c'est cela le sujet. On est sur une exploitation de Montagnac, donc Montagnac qui se situe dans le département de l'Hérault, avec des viticulteurs qui sont à la tête d'une entreprise qui est d'environ 90 hectares et qui a fait le choix depuis un certain nombre d'années de s'adapter à des tendances de consommation, notamment le monde de la bio, le secteur de la bio, qui a fait cette transition-là, mais qui, pour aller plus loin désormais, a souhaité aussi investir dans du nouveau matériel et de nouvelles pratiques pour se lancer dans le sans-alcool. Et il marche très, très bien. Vraiment avec de très beaux succès qui ont été réalisés en quelques temps seulement, avec près de 100 000 bouteilles qui ont été vendues en l'espace de quelques mois, pour un incrément de chiffre d'affaires par rapport à ce qu'ils faisaient qui a été notable. Et donc ça, c'est une première voie, c'est la voie du sans-alcool, complémentairement à l'activité historique. Encore une fois, ce n'est pas un domaine qui a fait une bascule à 100% de sa production vers le sans-alcool, mais qui a diversifié sa production organique historique vers une gamme de produits sans alcool pour aller capter de nouvelles tendances sociétales de consommation. Le deuxième exemple, et ça fera le lien aussi avec Audrey Damarenko, c'est aussi la grande tendance vers le solaire. Ici, on est sur l'exemple d'une société qui, pour elle, se situe également dans le sud, en région Occitanie, dans l'Aude, à Villemoustossou, désolé, c'est un petit peu long, mais où voilà, c'est une entreprise qui marche d'ailleurs plutôt très bien et qui a souhaité passer par Mimosa dans le cadre d'un projet de rénovation de sa couverture, de sa toiture de chai, qui fait à peu près dans les 400 mètres carrés et qui a voulu installer sur près des 2/3 de sa surface en toiture, donc des panneaux solaires, permettant là aussi, on parle de panneaux solaires sur de la toiture ici, mais bien évidemment, l'agrivoltaïsme dont on parlera tout à l'heure permet aussi d'installer des ombrières au-dessus des vignes, avec le double gain à la fois de la protection technique, on en parlait tout à l'heure, face au dérèglement climatique, donc contre les brûlures du soleil, contre la grêle, mais également permet aux viticulteurs de plus en plus de bénéficier d'un revenu locatif ou de revente d'énergie stable et décorréler des vendanges aussi pour se préserver et sécuriser une source de revenus diversifiée dans un contexte qui n'est pas évident. Et puis enfin, le dernier exemple qu'on a voulu aussi mettre en avant, parce qu'on pourrait en citer bien d'autres, bien évidemment, chez Mimosa, mais c'est un projet d'investissement qui a été réalisé dans la Loire pour 320 000 euros. Là aussi, une belle exploitation d'une quarantaine d'hectares qui a fait un double choix stratégique il y a quelques années. Le premier choix, mais sur lequel je ne vais pas trop m'étendre, c'est aussi une activité de négoce, de vinification et de négoce à l'export pour diversifier ses revenus. Et puis la deuxième, qui est tout à fait intéressante, même si elle n'est pas adaptée, encore une fois, bien évidemment, à toutes les typologies de projets, c'est aussi le double choix du tourisme, double parce qu'il y a à la fois des prestations d'hébergement extraordinaires et là aussi carton plein, revue de presse internationale, française, nationale et locale pour réaliser des prestations œnotouristiques, donc c'est des dégustations, de l'hébergement, etc. Et puis ils sont passés également par nous pour investir dans le lancement de leur deuxième projet de restaurant, assez bien réputé localement, qui fait le plein. Et donc, les viticulteurs, accompagnés de chefs, remplissent désormais 2 restaurants dans leur exploitation agricole, avec, vous l'imaginez bien, puisque vous êtes, s'il y a beaucoup de viticulteurs, et je crois savoir qu'il y en a pas mal dans l'audience, à la tête aussi d'un potentiel expérientiel au cœur des vignobles qui est incroyable et qui est recherché aussi par une clientèle internationale et française, sur laquelle donc il faut capitaliser. Donc, ce sont 3 exemples parmi beaucoup d'autres, sans trop m'étendre, mais grosso modo, c'est le solaire, le touristique, le sans-alcool, et puis des nouvelles tendances qu'on voit arriver aussi autour des coproduits. On pourrait vous citer autour de la cosmétique, autour la coopérative agricole Provence-Languedoc a lancé un nouveau produit de ketchup à base de raisin,
justement pour valoriser aussi ces coproduits et en faire un ketchup français formidable et aller chercher une alternative au sucre traditionnel. Donc, il y a des nouvelles tendances comme ça qui sont plus embryonnaires que les 3 premières que je vous ai citées, mais qui commencent à pointer leur nez. Le message clé, c'est d'essayer, même dans un contexte difficile, de capitaliser sur l'historique et les actifs construits pour faire preuve aussi de remise en question, d'innovation et d'évolution dans les sources de revenus vers un modèle plus résilient. Voilà. Merci beaucoup Florian pour ces exemples. Effectivement, on voit bien la diversité des projets qui peuvent exister en ce qui concerne la diversification des exploitations viticoles. J'en profite, merci beaucoup. Je vois que vous participez beaucoup au sondage. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le chat disponible en haut à droite pour qu'on puisse les traiter au fil de l'eau ou à l'issue de la discussion. Et puis les sondages continuent au fil de l'eau pour agrémenter aussi la discussion. Donc, pour enchaîner, on a vu ces différentes solutions de diversification. Il y a l'une des solutions évidemment qui émerge et qui est l'agrivoltaïsme. Je me tourne vers vous, Audrey, chez Amarenco. Donc, vous accompagnez les exploitations viticoles sur le sujet de l'agrivoltaïsme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste l'agri-PV et quels sont les avantages pour un viticulteur ? Oui, du coup, bonjour à tous. Florian a plus ou moins déjà introduit le sujet et très très bien, donc merci Florian. Quand on parle de nous, la troisième personne, c'est toujours très agréable. C'est qu'on diffuse des bons messages qui sont bien captés. Alors en gros, Amarenco, donc c'est une société de production d'énergie indépendante en tiers investissement. Donc on produit des électrons régénératifs, des électrons issus du solaire qui sont donc décarbonés et régénératifs parce que, j'y viendrai après, mais parce qu'on a un programme en faveur de l'agroécologie qui nous permet du coup d'essayer d'avoir un modèle vertueux. Donc on produit de l'énergie et on vient favoriser du coup l'agroécologie à travers ce programme financier. Qu'est-ce que c'est l'agri-PV ? Pour rappel, c'est la synergie entre la production d'énergie et la production agricole. On met en fait le projet agricole au cœur du sujet et on vient développer en fait une solution technique. On le voit derrière moi d'ailleurs, une solution technique. Alors là, c'est sur la vitie pour protéger les cultures. Donc les cultures, quand je parle de culture, c'est de manière globale parce qu'on vient également protéger les élevages. Et là, en l'occurrence, on parle de viticulture et l'objectif, en fait, c'est de mettre des panneaux solaires assez hauts, derrière moi, quasiment à 5 mètres, et ils viennent en fait suivre le soleil et surtout donc protéger la plante tout au long du coup de la courbe solaire, mais également ils ont la capacité de s'effacer au profit de la plante. Ça veut dire que on vient produire de l'énergie, mais pas au détriment de la culture, et on vient la protéger quand c'est nécessaire, donc comme Florian l'a dit, en cas de grêle, en cas de pluie intense, en cas de soleil intense, donc les canicules, qui s'intensifient malheureusement, et donc à des moments donnés, enfin, on va pouvoir en fait orienter les panneaux pour les protéger ou bien s'effacer, donc ça veut dire qu'on va les mettre complètement à la verticale pour que le soleil passe et pour faire le remplissage de grains, pour faire aider du coup à ce que la plante puisse faire sa photosynthèse, entre autres. Voilà, donc l'agri-PV, en fait, il est issu évidemment d'un projet agricole et on vient mettre ces structures en collaboration totale avec l'exploitant et le propriétaire bailleur. Voilà, quelques chiffres assez intéressants. Je ne vais pas m'étaler parce que moi, je ne suis pas une scientifique, mais ces chiffres-là sont sourcés par notre agronome et également issus en fait, des derniers résultats des différentes sociétés qui ont pu faire des tests. Donc, c'est basé donc, sur des études qui sont faites. Bon, on voit Sanagri qui sont citées par Agro-Toulouse et d'autres structures scientifiques, comme l'INRAE par exemple. Et en fait, on s'est aperçu qu'au fil des pilotes qui sont donc dans différentes régions en France, qu'on va avoir quelque chose de bénéfique pour la plante, enfin, en l'occurrence pour le raisin. Donc on a une réduction en besoin d'eau entre 12 et 34% en fonction des régions, et donc une humidité du sol qui est plus importante.
grâce à l'ombrage. On a une augmentation conjointe du poids en fait du grain, et puis on se rend compte surtout qu'on a un service, un rendement qui est maintenu à quasiment 99%. Ce qui fait que ça permet du coup de sauver à certains moments des exploitations de pertes sèches dues à la grêle ou à la pluie ou autres changements climatiques et aléas climatiques. Super. Et Audrey, si on doit être un petit peu concret sur la mise en place de ce type de projet, quelle est la durée d'un projet AgriPV pour un domaine en termes de réalisation et puis ensuite d'engagement pour une exploitation? Alors aujourd'hui, quand on s'engage sur une exploitation, on s'installe pendant 40 ans. On a 5 ans de développement du projet. Ce temps-là, en fait, est nécessaire pour que le projet soit évidemment bien construit, ancré localement. L'objectif, en fait, c'est aussi d'avoir quelque chose qui soit respectueux pour toutes les parties prenantes, donc autant les collectivités que les citoyens et que les agriculteurs autour qui, du coup, vont vivre avec cette centrale en co-visibilité. Donc, c'est très important qu'elle soit bien faite et bien acceptée. Et donc, ces temps de développement, il permet également d'avoir le raccordement, parce que c'est un sujet majeur. Tout le monde ne peut pas en bénéficier aujourd'hui, et donc il faut faire des projets qui soient au bon endroit et bien soutenus localement. Et donc ce temps-là, au bout des 5 ans, du coup, la centrale est construite et branchée au réseau électrique pour pouvoir produire les électrons. Et ensuite, on s'installe pendant 35 ans. Donc en tout, ça fait vraiment quasiment 40 ans. Et pendant ces 35 ans-là, on va exploiter la centrale, la maintenir. Ça veut dire aussi la nettoyer et surtout avoir une belle relation avec l'exploitant pour que tout se passe correctement. Et au bout des 35 ans, eh bien, on s'en va. On démantèle. C'est une obligation légale, évidemment, qu'on respecte. Et on enlève tout. Ou pas d'ailleurs, hein. On peut également laisser les panneaux, et ça c'est au choix de l'exploitant et du propriétaire, mais sinon, dans tous les cas, on ne reste pas in fine pendant 100 ou 30 ou 300 ans, on enlève tout. Voilà. Super. Vous évoquiez aussi la spécificité d'Amarenco et de son modèle avec le programme ECO. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, donc notre programme ECO, donc c'est un programme financier avec un budget spécifique et supplémentaire. C'est très important de le dire parce qu'en fait, quand on crée des projets, on crée également, Denis le disait, on crée également une ligne de revenus supplémentaires qui permet d'aider financièrement une exploitation. Et ce budget-là est vraiment en plus sur les propres deniers d'Amarenco. Et en fait, il a un but. Il est clair, c'est la régénération des sols, des écosystèmes et de la biodiversité. Donc, on voit en fait à droite, sur la partie droite de la slide, les différents points principaux qu'on suit. Ce sont des objectifs qui sont avec un objectif de résultat. Ça veut dire qu'on s'engage à ce que ce soit fait par des actions concrètes et d'un suivi concret pendant les 35 ans où on est en exploitation sur cette centrale et sur cette terre agricole. L'idée, en fait, de ce programme, c'est qu'in fine, on ait un impact positif entre le moment où on s'est installé et le moment où on part. On va mettre des solutions curatives et protectrices et des solutions concrètes, c'est ça que je voulais dire, avec des prélèvements de la terre. Évidemment, on a des partenaires qui sont comme Genesis, qui viennent faire ces tests-là et vérifier que tout est OK, avec un suivi tous les 3 ans, voire plus si nécessaire, et on vient en fait du coup restaurer le sol si nécessaire. Donc en l'occurrence, par exemple, très concrètement sur la vigne, pour ceux qui ont des terres avec du cuivre, eh bien on va mettre des actions en place de phytorémédiation, de phytoextraction par exemple, et on vient extraire en fait ce cuivre et rétablir le sol pour que in fine il soit moins pollué. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça fonctionne bien sur la vigne. Et évidemment des solutions qui sont agroécologiques.
Et on vient, par exemple, mettre en place des haies qui vont favoriser la biodiversité, donc entre les rangs, autour des champs. L'idée, en fait, c'est de ne pas s'arrêter à la parcelle sur laquelle on s'installe, mais d'essayer, en fait, de rendre la biodiversité et l'écosystème en meilleur état qu'il l'était quand on est arrivé, en mettant voilà, ces solutions-là. Et on vient faire évidemment des calculs sur l'eau, sur l'état du sol. Et en fait, tout ça a un objectif, c'est créer des électrons régénératifs. Donc, in fine, on va pouvoir dire, bah voilà, concrètement, on a fait ces actions-là qui ont régénéré les sols et on peut le prouver par des résultats scientifiques concrets. Super, merci beaucoup Audrey. Merci à tous les trois pour ces témoignages qui nous ont permis de balayer un peu le contexte viticole, les sujets de diversification, de financement et plus spécifiquement d'agrivoltaïsme. Je vais laisser la parole maintenant à Philippe. Philippe, vous êtes viticulteur dans le Gard, vous êtes membre de la Fédération gardoise des vins IGP et vous êtes président d'une coopérative viticole. Et par ailleurs, vous portez un projet AgriPV sur votre exploitation. Peut-être pour démarrer ce retour d'expérience, est-ce que vous pourriez commencer par nous décrire votre activité agricole et en particulier viticole? Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, donc mon exploitation se trouve entre Souvignargues et Fontanès, dans le Gard. Donc c'est le domaine de Guillot. Je travaille sur une surface à peu près de 20 hectares de vignes et également une trentaine d'hectares de céréales. Donc, et toutes mes vignes sont en culture biologique. Comme vous venez de le dire, donc je suis président de la cave coopérative de Souvignargues, où nous faisons à peu près 30 000 hectolitres de vin par an, et où 30% de ce vin est en biologique. Je suis également au conseil d'administration des IGP Cévennes et au conseil d'administration du GU2E Arc-en-Vigne, qui est le GU2E, c'est un groupement d'intérêt économique et environnemental. Donc, pour parler un petit peu des problèmes climatiques, je vais faire un postulat. Je vais commencer par un postulat sur le fait que, comme nous le savons tous, nous sommes en plein changement climatique. On s'en rend compte, en tout cas tous les viticulteurs ou agriculteurs s'en rendent compte tous les jours. J'ai comme exemple, il y a juste très peu de temps, on a eu courant mai des températures qui se trouvaient déjà aux alentours de 38 degrés et quelques jours après, on avait perdu au moins 15 degrés. Donc ces phénomènes qui sont très rapides, qui sont difficilement prévisibles. Et on a donc des phénomènes de plus en plus violents, que ce soit pour les orages, le vent, la grêle, les quantités d'eau. Et également, lorsqu'on arrive en été, on a souvent de l'échaudage, donc qui est dû à des températures souvent supérieures à 40 degrés. Donc tous ces phénomènes-là arrivent de plus en plus souvent et sont difficilement prévisibles. Nos anciens disaient il faut faire des économies parce qu'on peut perdre une récolte sur 4. Maintenant, actuellement, on est plutôt à espérer faire une bonne récolte sur 4. Donc, on voit l'inversion de ce qui se passe. Donc, pour pouvoir pallier à tous ces phénomènes, on essaye de s'adapter. Donc, pour tout ce qui est le gel, on peut pratiquer de la taille tardive. On a aussi, pour tout ce qui est les problèmes de grêle, on peut utiliser des filets ou d'autres techniques, mais qui sont relativement chères à mettre en place. Et pour les problèmes de température en été, pour les personnes qui le peuvent, on peut faire de l'irrigation. Seulement, toutes ces petites adaptations, entre guillemets, ne répondent pas à toutes. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'agrivoltaïsme peut nous permettre d'essayer de répondre à l'ensemble de ces phénomènes. Sur beaucoup de cultures, que ce soit de la vigne, céréales, le maraîchage, et ainsi de suite. En fait, on peut installer de l'agrivoltaïsme sur l'ensemble de nos cultures et pouvoir garder en fait nos cultures. L'agrivoltaïsme au niveau de la protection, par exemple au niveau de la grêle, c'est capable de pouvoir protéger de 70 à 80% la surface de nos cultures. Ça permet aussi également, lorsqu'on a des périodes de grand froid, de pouvoir gagner au moins 2 à 3 degrés sous ces panneaux. Et à l'inverse, avec l'ombrage que ça va pouvoir réaliser, donc pendant les périodes de forte chaleur, ça nous permet de pouvoir nous protéger donc, de ces fortes chaleurs et de pouvoir diminuer les températures sous les panneaux entre 3 et 4 degrés. Donc, comme on peut le voir,
C'est vraiment un système qui va pouvoir aider le viticulteur ou l'agriculteur et aider l'ensemble des cultures qu'on va pouvoir installer sous ces panneaux. Donc moi, ça fait déjà plusieurs années que je m'intéresse à l'agrivoltaïsme. Donc il existe effectivement, il existe différents organismes. J'ai rencontré de nombreux organismes qui apportent forcément des bonnes solutions. Mais le seul organisme, en tout cas la seule société avec qui j'ai pu vraiment bien discuter vraiment vraiment de la partie plante et la partie culture, c'est avec Amarenco, parce que ce sont les seuls qui peuvent, pour le moment, qui ont pu m'apporter une solution pour de la vigne qui était déjà en place. Parce que donc moi, je suis sur une propriété où j'ai les 3/4 de ma surface qui ont été renouvelés depuis 5-6 ans. Donc, ce n'est pas du tout dans mon intérêt d'enlever de la vigne pour mettre du photovoltaïque et puis après rajouter de la vigne par-dessous. Donc, c'était vraiment la seule, voilà, la seule discussion que j'ai pu avoir concrète pour pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur de la vigne déjà en place. Ensuite, ils ont aussi également d'autres particularités. Par exemple, souvent, lorsqu'on va discuter avec un organisme, on va nous dire on va pouvoir installer que si votre vigne est bien orientée. Alors qu'avec Amarenco, on a pu essayer de mettre en place des solutions avec des panneaux, par exemple des panneaux semi-transparents qui permettent de travailler sur n'importe quelle orientation. Et on peut également travailler sur l'ensemble des cultures, parce que moi, j'ai un projet qui est en étude actuellement, où je vais pouvoir essayer de protéger et de travailler donc, sur de la vigne et également sur des céréales. Donc, vraiment, on peut s'adapter à beaucoup de cultures, quasiment voilà, à toutes les cultures. Et comme ça a été présenté tout à l'heure par Audrey, c'est vrai qu'il y a des avantages également avec les programmes associés à ces projets de photovoltaïque, donc comme par exemple le projet ECO qui a été présenté. Et en fait, je terminerai juste pour donner un dernier avantage, enfin pour moi, sur la partie agrivoltaïsme, c'est que lorsque vous regardez en fait les causes du changement climatique, en règle générale, si vous faites une recherche sur les causes du changement climatique, la première qui arrive, c'est la production d'énergie. Donc, l'avantage du photovoltaïque, c'est qu'en fait, on va pouvoir produire de l'énergie, mais de l'énergie propre qui est complètement renouvelable. Super, merci Philippe. Peut-être pour compléter une petite question, au niveau de l'IGP et du cahier des charges, est-ce qu'il y a eu des problématiques, des contraintes à prendre en compte dans la mise en place du projet? Non, les JGP sont partie prenante dans ce partenariat et sont tout à fait favorables à l'installation de ces panneaux photovoltaïques depuis le début, en tout cas au niveau des JGP Gard, enfin, dans le Gard, donc que ce soit IGP Cévennes ou autre. Et en fait, au contraire, ça permet de pouvoir, à la fois pour le viticulteur, sécuriser en fait son rendement, comme je viens de l'expliquer, mais ça permet également de pouvoir améliorer les qualités de notre vin que l'on peut attendre, c'est-à-dire que actuellement dans le sud de la France, on se rend compte que nos vins sont de plus en plus alcoolisés. Et ça, avec le changement climatique, en tout cas avec les augmentations de température, ça ne va pas aller à s'améliorant. Et le fait de pouvoir travailler sous des panneaux photovoltaïques, ça nous permet de pouvoir réguler ce taux d'alcool et de pouvoir essayer de diminuer et de rester sur une maturité et un vin qui va rester stable en alcool. Ok, très clair. Il y a une question qui vient de sortir. Est-ce qu'il y a une taille minimale d'îlot pour étudier ce type de projet? Donc peut-être plutôt pour vous, Audrey. C'est difficile de répondre, sachant qu'Amarenco fait vraiment des projets sur mesure. Maintenant, oui, c'est sûr que 100 mètres carrés, ça va pas. Il y a quand même un coût à la structure qu'il faut absorber. Mais là, par exemple, chez Philippe, on est aux alentours des 3-4 hectares, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. Il va y avoir à peu près 4 hectares sur vigne et quasiment autant sur céréales.
Voilà, donc Voilà. c'est à peu près les tailles qui permettent voilà, un retour économique, parce que il y en a quand même un à faire pour pouvoir verser un loyer et puis surtout pouvoir durer 35 ans. Donc on est, oui, aux alentours des 3-4 hectares. Super. Merci beaucoup Philippe. Peut-être, si vous aviez des conseils à donner à un confrère qui souhaite explorer cette solution de l'agrivoltaïsme, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil? Alors, comme conseil, en fait, comme je l'ai dit au début, il existe vraiment plein d'organismes. Lorsqu'on va rencontrer un organisme, parce que moi j'en ai rencontré plus d'une dizaine, le sérieux d'un organisme va être principalement lorsqu'on va commencer à discuter. Si la personne que vous rencontrez va vous parler directement d'argent, à ce moment-là, je vais vous dire, ce n'est pas forcément le bon organisme. Par contre, si la personne commence à s'interroger et à vous interroger en tout cas sur votre culture, quels sont vos modes de fonctionnement, comment vous travaillez, et ensuite va vous avancer, vous amener à les avantages que vous pourriez avoir du photovoltaïque, ou en tout cas de l'agrivoltaïsme, sans, dans un premier temps, vous faire miroiter des sommes qui peuvent des fois être très alléchantes. À ce moment-là, je pense que c'est une bonne société. Voilà. Parce que effectivement, j'en ai rencontré plusieurs et on trouve vraiment de tout. OK. Je pense que ça fait un lien intéressant avec la nouvelle question qui vient d'être posée. Quel est le tarif à l'hectare? Évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas une réponse unique, peut-être un des premiers éléments de réponse? Non, mais Philippe l'a dit, en fait, on peut absolument pas donner malheureusement de prix comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que chaque projet est sur mesure. Donc ça dépend de la surface qui va être prise à bail et sur lequel on va s'installer. Ça va dépendre évidemment de l'avancement technique du projet. Quand on est parallèle et qu'on n'a pas besoin d'arracher des rangs pour se mettre, parce que c'est le cas de chez Philippe par exemple, sur 4 ans on va en enlever un pour pouvoir mettre les poteaux. Donc ça, c'est un coût qu'on prend en charge, et du coup forcément ça vient impacter le loyer qu'on va pouvoir verser. Ça va dépendre de l'ensoleillement. Dans le Gard, évidemment, c'est plutôt favorable. On peut faire ces projets-là autour de la Loire, et là évidemment l'ensoleillement est moindre, et donc la rentabilité également. Donc c'est difficile de répondre à cette question comme ça. Désolée, mais en tout cas, je ne vais pas du tout m'avancer là-dessus. Et comme l'a dit Philippe, ce n'est pas la priorité, c'en est une. Évidemment, la résilience économique fait partie des points cruciaux pour l'exploitation, mais ce n'est pas le seul avantage. Et donc, il faut un juste milieu pour tout. Super, merci beaucoup. Merci pour ces retours terrain. Philippe, vous insistiez du coup sur l'intérêt de la dynamique collective et de l'implication du coup des IGP du Gard dans ce type de projet. Audrey, vous évoquiez aussi l'importance de l'ancrage local dans les projets Agri-PV. On peut peut-être reparler un tout petit peu du fameux consortium que Denis évoquait en début de présentation. Est-ce que peut-être, Audrey, vous pouvez aussi nous faire votre retour sur l'importance de ces démarches collectives? Oui, en fait, Amarenco veut vraiment avoir des projets concertés. Donc ça sous-entend, comme je le disais au début, je crois, de faire attention en fait à tout l'environnement autour de cette centrale et de toutes les parties prenantes, directes ou indirectes. Donc on vient s'assurer en fait que ce projet va être accepté par toutes les parties. Donc ça va être autant l'administration et les Comcom, les communes, que la SAFER. En l'occurrence, dans notre partenariat, la SAFER il prend une place importante. Les chambres d'agriculture, c'est crucial qu'elles soient présentes et qu'elles donnent leur avis et leur expérience, et qu'elles prennent partie également. On essaye d'inclure dans nos projets également pour le suivi agricole, pour la mise en place du projet, que ces organismes soient très impliqués.
Et puis, in fine, ceux qui la voient tous les jours, donc les citoyens. Donc, c'est très important, en fait, qu'il y ait une acceptabilité locale, également parce qu'on partage l'électricité qu'on va produire chez l'exploitant. On va mettre au service, en fait, cette exploitation énergétique, et on va pouvoir distribuer l'énergie. Ça s'appelle l'autoconsommation collective, et ça permet que tout le monde bénéficie, en fait, de cette électricité qu'on produit. Elle est propre, elle est moins chère, elle est vertueuse, et elle permet que tout le monde soit satisfait et bénéficie, en fait, de toute cette production. Peut-être un mot là sur la notion stratégique du consortium. Nous, on y a tenu beaucoup pour qu'il y ait une adhésion collective, notamment des institutions existantes. On l'a cité, la SAFER, mais aussi la Chambre d'agriculture, l'IFEV qui est installé au lycée de Rodière. Je crois que c'est très important qu'il y ait justement un rassemblement de telle sorte que l'esprit qui a été largement évoqué au cours de ce webinaire, de faire dans le sérieux, permettent justement de bien cadrer des choses, que ce soit accepté par tous, et que voilà, on n'arrive pas comme pour tout révolutionner. Il y a des contraintes qui existent, il faut tout ça les intégrer dans les différents projets pour que le tout soit vertueux, et qu'il y ait un véritable engagement au-delà d'une dimension opportuniste d'évoquer combien je vais encaisser. Ce qui, du côté vigneron, évidemment, c'est un sujet qui est important, il ne s'agit pas de le nier, mais Philippe le disait, il y a autre chose, c'est-à-dire qu'au niveau des IGP, on est très engagé dans une démarche, justement, alors que ce soit le bio ou que ce soit le HVE, il faut qu'on sorte des sentiers battus, parce que sur le plan économique, c'est aussi ce que souhaite le consommateur, et d'avoir cette démarche que je qualifierais de vertueuse. Dans le consortium, c'est effectivement l'idée de regrouper l'ensemble. Là, il y a aussi comme les gens de Toulouse, de l'agro-Toulouse, et qu'on additionne finalement les expériences des uns et des autres de telle sorte que voilà, on ne se trompe pas. Oui, je ne les ai pas cités, et merci Denis de le dire, parce que en fait, c'est très important également que dans ce consortium, il y ait une validation scientifique. Et donc, Agro-Toulouse, qui est anciennement l'ENSAT, vient en fait appuyer justement tous ces projets scientifiquement, et vérifier qu'il y a vraiment un intérêt agronomique. Très clair, merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre de répondre à une question de Loïc sur les coteaux? Aujourd'hui, on peut s'installer sur des pentes allant jusqu'à 13%, 13-14%. Voilà. Donc, au-delà, c'est un peu complexe. Ça s'étudie, mais voilà. Donc, les coteaux, c'est pas... Voilà, si cette pente est raisonnable, on peut le faire. Après, il y a aussi un sujet de visibilité qui est important, donc à voir. Ça dépend, les coteaux, comment ils sont visibles de la route. En effet, s'ils sont pleinement exposés touristiquement, c'est pas... on essaie quand même de ne pas trop abîmer le paysage. Et du coup, il y a d'autres questions. Le maintien du rendement se vérifie sur tout type de cépage, oui. En soi, la protection des cultures et pour tous les cépages. On n'a pas de sujet particulier, que ce soit rouge, blanc... pas de problématique. Ce serait pas vraiment à moi de répondre d'ailleurs à la question, c'est plutôt scientifique, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu en tout cas de relève permettant de nous dire qu'il y avait une difficulté sur du blanc ou du rouge dans les retours scientifiques de Sonagri et de l'ENSAT. Et est-ce que ce maintien correspond à un réel gain annuel ou au lissage du rendement? Je ne peux pas répondre à cette question concrètement. Un agronome serait plus. Je ne sais pas si Philippe, éventuellement... vous avez... D'après les études ou les discussions que j'ai pu avoir, en fait, les phénomènes climatiques nous impactent, mais pas tous la même année. Donc, on a des problèmes qui se rencontrent au fur et à mesure des années,
Donc, c'est plutôt sur un lissage du rendement sur plusieurs années. Ça nous permet de pouvoir espérer un rendement moyen sur plusieurs années et pour pouvoir s'affranchir vraiment des phénomènes climatiques qui sont de plus en plus importants. On n'a pas évoqué un point tout à l'heure, mais qui est assez important également dans le cas de l'arrachage. C'est un vrai sujet actuel et très problématique pour les exploitations. Et aujourd'hui, justement, la solution AgriPV économiquement peut apporter une solution dans la diversification. Alors, soit la diversification en changement de cépage, ce qui est le cas sur un de nos projets avec Denis, ou alors une diversification sur une autre culture où on viendrait justement étudier l'état de la terre, comment faire pour qu'elle accepte une autre culture que la vigne si l'exploitant souhaite se diversifier vers autre chose. Et donc on essaye de mettre en place en fait aussi un programme financier pour aider à la diversification, histoire que l'exploitation ne ferme pas parce qu'elle ne peut plus vendre son vin. Vous d'ailleurs, peut-être Philippe, dans les différents types de cépages qui sont concernés aussi et les types de vins produits, est-ce qu'il y a eu des prises en compte différentes sur l'anticipation des rendements, par exemple comment vous avez évalué ça? Oui, dans les projets, en fait, on va regarder les rendements de l'ensemble des cépages sur lesquels va être installé ces panneaux photovoltaïques. Et de toute manière, il y a une loi qui impose que le rendement ne soit pas perturbé, ou en tout cas qu'on ne vienne pas détériorer ce rendement sous les panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est une loi et c'est vérifié dès l'installation, et c'est vérifié par rapport à des rendements historiques que l'on a pu avoir sur les parcelles. Exactement. On n'a pas le droit, en fait, de baisser de plus de 10% le rendement. Exactement. Super. Je reviens un petit peu sur le rôle du collectif et l'importance de travailler avec les différents secteurs sur ce type de sujet. On l'a évoqué rapidement, il peut y avoir des problématiques d'acceptabilité locale sur la mise en place de projets. Florian, est-ce que le financement participatif peut aussi être une réponse à ces objections? Bien évidemment, nous, on le vit, on le traverse et on l'accompagne au travers des deux secteurs majeurs finalement qu'on accompagne entre le lien entre l'agri et l'énergie. Le premier cas de figure, c'est notamment dans le secteur de la méthanisation du biogaz, la production de biogaz. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des fois des sollicitations, des enquêtes publiques, aussi des concertations, etc. Et Mimosa est quand même généralement associé, puisque on a financé un peu plus de 120 projets en méthanisation, sur un peu plus de 700 projets en injection en France. Donc, c'est quand même une belle pénétration. Et quasi systématiquement, on est aussi sollicité pour ça, parce qu'en fait, on a une capacité à mobiliser le territoire et l'épargne populaire locale autour des projets de territoire. Et donc, c'est systématiquement aussi en lien avec les projets, le partage de valeurs, l'acceptabilité locale, la communication positive aussi et réelle, et pas quelquefois malheureusement trop militante et sans approche très rationnelle et scientifique. Donc ça favorise, en effet, ça facilite les choses, et c'est également le cas sur les projets solaires et agrivoltaïques, où là aussi, c'est de coutume d'associer aussi l'épargne des Français et l'épargne locale. Et je fais le lien aussi vers une voie de transition et diversification que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est aussi dans l'agritourisme, dans l'œnotourisme et dans la restauration. Forcément, je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai que la plupart des projets qui font appel à nous, les porteurs de projets eux-mêmes, nous partagent bien volontiers que de ne pas réaliser une quote-part ou du besoin de financement à travers Mimosa, quand on a une activité en plus diversifiée, et serait presque une sorte d'erreur stratégique, parce que quand on passe par Mimosa, en l'espace de quelques jours, on fédère une communauté de plusieurs centaines de personnes qui prêtent dans un projet, et qui, vous vous en doutez bien, en devenant des prêteurs des projets, deviennent de réels ambassadeurs pour les exploitations viticoles qui financent. Donc, il y a un lien avec de l'acquisition de nouvelles clientèles, de la notoriété.
et vraiment du développement business commercial évident, puisque ces centaines de personnes, sans forcément aller chercher jusqu'au rôle d'ambassadoriat auprès de leur propre cercle, sont les premiers consommateurs à la fois des bouteilles et des expériences touristiques que proposent les vignobles, que ce soit de la restauration ou encore une fois de l'hébergement. Donc c'est nécessaire parce que finalement un simple financement bancaire, au-delà du fait d'être peut-être moins adapté dans son financement exclusif du projet, ne répondrait pas à cette logique aussi de notoriété, d'acquisition de clientèle et d'ambassadoriat extrêmement prometteur aujourd'hui et que nous révèlent et nous relaient assez régulièrement tous les porteurs de projets qui font appel à nous. Donc acceptabilité locale et enjeu de notoriété, de diversification et d'acquisition de clientèle. Super, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes pour traiter vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, tous les intervenants se tiennent à disposition pour y répondre. Peut-être en attendant les questions, pour un peu clôturer sur ce sujet collectif, je m'adresse à vous, Philippe. Vous êtes aussi président d'une cave coopérative, la cave de Souvignargues. Comment vous voyez l'avenir de ces modèles collectifs au niveau de la coopérative peut-être aussi? Alors, au niveau de la coopérative, depuis très longtemps, donc une coopérative, c'est forcément un rassemblement de personnes. C'est vrai que les changements climatiques, ça impacte fortement également, forcément, enfin, les viticulteurs, mais également notre outil de travail qui est la coopérative. Parce qu'une coopérative, si elle n'a pas suffisamment de quantité de raisins à traiter, elle va avoir des frais qui vont augmenter. Et donc, forcément, des problèmes pour pouvoir vivre. Donc, c'est très, très important de pouvoir essayer de pouvoir maintenir de la part des apportants, donc des viticulteurs, leur rendement, ou en tout cas un rendement moyen, pour que la coopérative puisse continuer à bien fonctionner, qu'elle puisse continuer à s'améliorer et à pouvoir faire des investissements, toujours dans l'idée de la qualité du produit qu'elle va pouvoir commercialiser. Parce qu'à l'heure actuelle, maintenant, il ne faut pas rester sur nos lauriers. Il faut toujours sans cesse, j'allais dire, se renouveler ou en tout cas essayer d'améliorer nos produits pour pouvoir amener aux consommateurs un produit qui est de meilleure qualité. Donc, tout ça est très, très important également pour notre outil de travail qui est la cave coopérative. D'ailleurs, on peut élargir, hein, c'est un sujet qui est vaste, mais étant responsable, finalement, responsable professionnel, on a obligation d'être optimiste, ou en tout cas de chercher les solutions d'avenir. Mais on est en train de traverser, mais on n'a pas fini, on est en train de rentrer dans une période extrêmement difficile parce que encore aujourd'hui, on n'a pas stoppé la chute de consommation en France et même on peut dire dans le monde. C'est-à-dire que dans la plupart des pays, on retrouve ce même type d'évolution du consommateur. Ce qui veut dire qu'effectivement, globalement, la production doit diminuer et qu'il faut innover pour rechercher d'autres types de production. Ça va effectivement créer de vrais sujets, de vraies difficultés. Il faut en être conscient. Donc, la démarche qu'on a, et je reviens, c'est effectivement de s'inscrire aussi par de nouveaux types de production et de respect environnemental. On peut avoir une démarche qui, dans le fond, s'inscrit dans une demande sociétale. C'est-à-dire expliquer qu'on est dans des productions propres, qu'on est respectueux de l'environnement, c'est aussi, excusez-moi de le dire brutalement, c'est aussi sur le plan commercial un avantage, plutôt que de rester dans des productions traditionnelles. Et effectivement, alors que ce soit la coopération, mais on peut dire pareil au niveau des vignerons indépendants, le bateau est secoué très sérieusement. Voilà ce qu'il faut dire. Mais restons optimistes. Il faut continuer sur des nouveaux produits. Nous, en ce qui nous concerne, nous lançons des produits à bulles. On a déposé une marque commerciale collective, les Bullicieuses, et on veut essayer de séduire
entre guillemets, le consommateur jeune, avec des produits différents, plus fruités, moins alcooleux. Et voilà. Et on a dans notre projet de territoire aussi l'idée de favoriser les cocktails. Donc, vous voyez, ça nous amène à essayer de modifier notre offre pour s'adapter au marché. Merci, Denis. Effectivement, je pense qu'on a vu pas mal d'options qui permettent de continuer à être optimiste et à trouver des solutions dans ce contexte compliqué. On a un dernier petit sondage de clôture auquel vous pouvez répondre actuellement. Il nous reste quelques secondes, une petite minute si jamais vous avez des dernières questions. Et sinon, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec les intervenants à la suite du webinaire. Vous recevrez donc le replay du webinaire par mail dans quelques jours. Donc, vous aurez la possibilité de reprendre contact. Merci beaucoup à tous les intervenants pour ces partages de témoignages très intéressants sur ce sujet. Si quelqu'un veut faire un mot de la fin, sinon on va pouvoir clôturer ce webinaire. Je veux bien rajouter un dernier mot par rapport à la grippe EV, parce que c'est un nouveau système qui peut faire peur. Il faut savoir que c'est très contrôlé. Aujourd'hui, on a une obligation de prouver qu'il y a un service rendu. On ne s'installe pas non plus partout et n'importe comment. Bon, j'espère qu'on a bien passé le message et que Philippe a bien témoigné, hein, en tout cas pour Amarenco. C'est le cas quand même de d'autres développeurs. Hein. Et voilà, donc il faut faire attention en effet à ce qu'on vous propose. Mais le plus important, c'est ce discours qui va être en priorité autour de la plante, autour de l'élevage, de manière globale sur la grippe EV. On a un service rendu obligatoire. Si on n'est pas capable de le prouver auprès des instances, il n'y aura pas de projet. Et on ne compte pas non plus s'installer partout. Il faut que ce soit vertueux, intelligent, que ce soit pour tout le monde, qu'on partage la valeur avec le territoire et les acteurs du territoire. Et l'électricité verte, en fait, c'est très important. Cette souveraineté alimentaire et électrique, elle est nécessaire pour notre pays. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Et que du coup, à travers des projets comme ça, je pense qu'on a un double résultat. Et on vient se protéger contre les aléas climatiques qui sont de plus en plus nombreux. Et en même temps, on vient fabriquer de l'électricité qui est quand même plus propre que celle issue du gaz ou du charbon qu'on peut voir dans d'autres pays. Même si la France est très en avance grâce au nucléaire, ça ne suffit pas. Donc, c'est très important de pouvoir contribuer à ça et de manière intelligente et propre. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Audrey. Merci à tous. Merci à tous, en tout cas. Merci à tous. Présence nombreuses. Vous étiez très nombreux. Très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Merci, à bientôt, au revoir.